Bonjour, aujourd'hui nous recevons Cécile Sarrazin, qui a une entreprise de formation pour adultes, plus particulièrement sur du français pour les étrangers, ce qu'on appelle le FLE, français langue étrangère, mais elle va nous expliquer tout ça. Alors je suis particulièrement content aujourd'hui de recevoir Cécile, puisque elle est un petit peu à la base, à la genèse de mon projet, en tout cas lors d'une discussion que nous avons eue ensemble, c'est là où j'ai eu l'illumination, si on peut dire, de me lancer dans l'aide aux entrepreneurs. Bonjour Cécile. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, je suis très contente. Avec un grand plaisir. Ça me fait plaisir de pouvoir partager mon expérience et éventuellement si ça peut aider d'autres futurs entrepreneurs ou entrepreneurs, c'est avec grand plaisir. Eh ben, c'est partagé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et puis nous présenter en quelques mots ta société? Alors oui, donc je suis Cécile Sarrazin. Alors mon parcours, brièvement, à l'origine, je suis formatrice de français langue étrangère. Donc vraiment, j'enseigne le français aux expatriés, ce qui m'a amenée à enseigner dans différents pays, différentes structures, etc. Et quand je suis arrivée là où je suis actuellement, il n'y avait pas d'école il n'y avait pas de centre de formation pour enseigner le français aux étrangers. Et donc voilà, j'ai décidé de créer mon entreprise qui a maintenant 8 ans. Et donc vraiment notre cœur de métier, c'est ça. On enseigne le français aux expatriés étrangers qui arrivent dans la métropole. D'accord. Alors déjà bravo pour avoir passé le cap des 7 ans. On dit toujours qu'une entreprise, c'est un peu comme un mariage ou une relation. Il faut passer le cap des 3, 5, 7 ans. C'est ça. Donc tu as passé la dernière étape et normalement ta société est en tout cas en bonne voie. Elle a échappé un petit peu à tous les écueils. Ouais. Donc tu as créé ta société il y a 8 ans. Comment est venue un petit peu l'idée Est-ce que c'était un besoin, toi, professionnel, de dire je veux travailler dans le français langue étrangère, mais il n'y a pas de structure, donc c'est l'occasion qui fait le larron et j'y vais? Ou est-ce que voilà, comment ça s'est passé? Quelle est la genèse de ce projet? Alors dans le monde donc ce qu'on appelle le FLE, le FLE, dans le monde du FLE, il y a très peu de travail. C'est beaucoup d'auto-entrepreneuriat, beaucoup de contrats qu'on vient cumuler pour pouvoir cumuler du travail. Et donc quand je suis arrivée ici dans la métropole, j'avais du travail salarié au sein de l'université, et puis l'université a changé ses codes de recrutement, et donc je me suis retrouvée à un moment donné sans plus rien. Et là, c'est posé la question de savoir qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans le monde du FLE, mais c'est très précaire et voilà? Ou est-ce que je change complètement et je me réoriente et je refais une formation et je fais quelque chose? Et puis à ce moment-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer mon propre travail finalement? Donc créer une entreprise, une école, parce qu'il y en avait pas dans la structure, et que ça fait quelques années où mes collègues me disaient, ça serait bien qu'il y ait une école, etc. Donc voilà, je me suis dit, j'essaye. C'est un peu le dernier recours que j'ai dans mon domaine, dans mon métier, dans mon domaine. Ça me permet éventuellement de me créer du travail. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. De toute façon, je suis toute seule à me lancer là-dedans. Donc, on verra bien. Et 8 ans plus tard, je suis toujours là. Voilà, comme quoi ça paye. Mais à l'origine, c'était vraiment pour me créer du travail. Après, j'ai toujours été, on va dire, indépendante. Un formateur, c'est quand même très indépendant dans sa gestion quotidienne. Et puis, j'ai beaucoup été auto-entrepreneur. J'ai beaucoup cumulé des emplois à droite et à gauche. Donc, le fait de me lancer en tant qu'indépendante, vraiment en tant qu'entrepreneur avec ma propre entreprise, ça me faisait absolument pas peur. Et c'était la suite un peu logique de tout ce que j'avais enchaîné toutes ces années, en fait. Donc, comme tu as eu je reformule pour bien comprendre, tu as eu plein de petites expériences en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'indépendant toi-même. Et en fait, tu t'es dit, changer pour avoir une structure un peu plus grosse et puis pour avoir une envergure un peu plus, même pas mal. En gros, c'est juste on change un petit peu d'échelle, mais voilà, je suis capable de le faire.
Exactement, c'est ça. Et en plus, quand j'ai commencé à créer, je me suis dit, un centre de formation, c'est facile, il faut louer un bâtiment, il faut des chaises, des tables, et c'est tout, et c'est facile. Et puis voilà. Et alors, est-ce que la réalité est aussi simple que ça? Et c'est ça, en fait, c'est en tant que salarié ou même j'ai été embauchée en tant qu'auto-entrepreneur par des structures, avec les collègues, on se disait, quand même, ils exagèrent, ils vendent très cher les formations, ils nous payent pas cher, alors que finalement, bah voilà, il faut juste un loyer, des tables, des chaises, c'est facile, ça demande pas. Et en fait, pas du tout. Voilà. Et souvent, quand on passe de l'autre côté de la barrière, que ce soit dans le management ou dans la création d'entreprise, voilà, on acquiert des notions qu'on n'avait pas en tant que simple salarié. C'est ça, on découvre un monde merveilleux, extraordinaire, et c'est pas aussi simple que ça, ouais. Alors, tu as monté ta société avec quel statut, quel type de société? Est-ce que du coup c'est une SARL, une SAS? Comment ça se passe? C'est une SASU, donc une SAS unipersonnelle, donc je suis actionnaire à 100%. On m'avait conseillé ce statut. En fait, on m'avait conseillé d'être salarié de ma propre entreprise. Ouais. Pour notamment quand j'ai créé, en fait, j'avais pas encore d'enfants, et on m'avait dit si le jour où tu as des enfants, c'est plus simple si tu es salarié sous un statut de salarié que si tu es juste TNS. Voilà, c'est ça. Travailleur salarié. Exactement. Et donc du coup, j'ai choisi ce statut. Enfin, j'ai choisi. Mon comptable m'a dit, bah voilà, le mieux c'est ce statut-là. Et voilà. Après, je ne m'étais pas du tout renseignée sur les différents statuts, qu'est-ce que ça apporte l'un, l'autre, etc. Ouais. On m'a dit. Tu as suivi les conseils de ton comptable, Exactement. qui a analysé un peu ta situation et qui t'a préconisé le SASU. Exactement. C'est lui qui a écrit les statuts de mon entreprise et c'est lui qui m'a dit, bah c'est celui-là qui vous correspond le mieux. Voilà, c'est ça. Donc une SASU. Et du coup, donc SASU dit actionnaire unique, donc tu détiens 100%. Alors tu as créé la SASU toute seule, et du coup tu es toujours sous le statut de SASU et tu es toujours propriétaire à 100% de ta société. Exactement. Au départ, au moment de la création, c'était posé la question de créer à 2, et finalement ça s'est pas fait. Donc aujourd'hui, je suis toujours toute seule, je détiens à 100% les parts. Je suis très contente finalement d'avoir créé toute seule et d'avoir suivi le chemin toute seule, même si parfois c'est un peu lourd et ça pourrait être sympa d'être à 2, mais voilà, s'associer, il faut vraiment être sûr de son partenaire. Et c'est pas, je pense que c'est pas toujours évident. Ça vient rajouter une charge en plus. Oui, alors pour l'avoir vécu moi-même, c'est pas forcément simple d'avoir des actionnaires prenants, partie prenante, puisqu'après, derrière, on est dans la composition. Même si on est gérant, il faut bien qu'on aille dans une direction et on ne peut pas tourner le dos tout le temps à nos actionnaires. Et donc du coup, en fait, voilà, on est dans une dynamique, on rajoute une couche à la fusée en termes de complexité. Exactement. Ok. Et alors du coup, les débuts de ton entreprise. Donc tu vas voir, tu as ce projet-là, tu vas voir ton comptable, tu as trouvé un comptable, vous faites les statuts. Et alors, tu as trouvé des locaux tout de suite, tu as trouvé des profs tout de suite, tu as trouvé des clients tout de suite. Comment ça s'est passé un peu ces débuts? Alors déjà au début, moi j'ai été accompagnée par un organisme qui s'appelle, alors je ne sais pas si elle est partout en France, mais ça s'appelle la BGE. C'est un organisme qui est financé par l'Union européenne et qui vient aider à la création d'entreprises. Moi j'ai un métier qui est particulier. L'enseignement du français aux étrangers, c'est un peu particulier. Il a fallu que j'apprenne à modifier mon discours quand je présentais mon entreprise, parce que le mot étranger vient évoquer beaucoup de choses et pas toujours positives. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc en fait, la BGE m'a aidé à construire un plan de financement, tout un dossier. Donc ça c'était très bien parce que c'était très très structuré. Ça m'a permis de
rentrer dans des cases, donc la présentation de la société, le type de client, les prix, pourquoi, etc. Et ça m'a servi de dossier de base pour aller voir les banques et pour soutenir mon projet. Donc ça a été fait en 2014-2015 à peu près. C'est important parce que du coup, je pense que c'est pas la même chose quand on présente des dossiers aujourd'hui qu'il y a 8 ans après la crise du Covid, les banques sont peut-être moins ouvertes. Donc j'ai été accompagnée par la LBGE qui a eu du mal à comprendre mon projet, qui a eu du mal à comprendre qu'il me fallait d'emblée des locaux assez grands pour pouvoir créer des groupes de niveau rapidement, que je pouvais pas mettre tout le monde dans le même groupe. Voilà, on imagine, on va apprendre l'italien par exemple, on peut pas mettre dans le même groupe des débutants complets et des gens qui sont quasiment bilingues. Enfin, voilà, donc ça demande une structure. C'était pas toujours évident d'expliquer ce que je faisais et les particularités de mon métier. Mais voilà, donc du coup, il me fallait un prêt bancaire pour pouvoir louer des locaux, mais pour pouvoir louer des locaux, pour pouvoir avoir le prêt bancaire, il me fallait des locaux. Donc à un moment donné, je me suis retrouvée à me dire, ok, mais je fais quoi ? Je fais comment ? Donc voilà, donc j'ai trouvé des locaux où ils ont bien voulu me faire une fiche comme quoi ils me loueraient, enfin un papier comme quoi ils me loueraient les locaux si j'obtiens mon prêt, et j'ai pu aller démarcher les banques. Les banques étaient plus intéressées par le fait que j'enseignais le français aux étrangers plutôt que par mon dossier vraiment technique et financier. Donc beaucoup de banques ont refusé de me financer. D'accord. Je pense que le fait aussi que je sois une femme a été compliqué. J'avais vraiment cette impression d'être la petite fille qui veut faire, qui cède à son caprice et voilà, qui veut faire une entreprise. Tu veux jouer à la marchande. Donc c'est pas été évident de dire voilà, j'ai vraiment un projet et il va marcher et ça a fonctionné. Donc finalement il y a quand même une banque qui m'a fait confiance. Ça m'a permis de louer des locaux. Et donc d'acheter le mobilier qui allait avec les locaux. Au début, comme moi je suis formatrice, au début c'est moi qui faisais tout, donc l'administratif, l'enseignement, etc. Et puis très rapidement j'ai été aidée par d'autres formateurs, auto-entrepreneurs. Et en fait ça a appris très très vite, la sauce a pris très vite parce que comme il n'y avait pas d'autres structures, je venais pas en concurrence avec d'autres choses, je venais pas sur un marché déjà saturé, etc. Donc en fait je venais vraiment remplir, combler un manque. Donc ça a appris très très rapidement. Et heureusement, sinon, malgré tout, ça reste que les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, quand je me suis retrouvée dans mes locaux, seule, sans clients, et là je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu ? mais voilà à peu près pour le début. Et effectivement, du coup, la BGE m'avait donné un contact avec mon comptable qui m'a pas mal accompagnée pour les statuts, pour le plan de financement. Et puis après, j'ai tout fait toute seule. Alors, tu te dis, les débuts, je me suis retrouvée toute seule, sans client, avec une salle vide. J'ose pas imaginer le désespoir dans ces cas-là. C'est toujours un peu compliqué. Oui. Et comment justement tu as prospecté, comment tu as fait pour enclencher d'un point de vue clientèle la machine? Alors moi, comme j'enseigne aux étrangers, du coup mon seul point de communication c'est mon site internet. Donc en fait j'ai créé un site internet, j'ai misé sur le référencement naturel. Après j'ai quand même mis quelques affiches à droite à gauche dans les universités, des choses comme ça, mais ça a surtout été le site internet et le référencement parce que c'est juste à travers ça, et puis les réseaux sociaux bien sûr, mais c'est à travers ça en fait que les clients me trouvent. Il faut vraiment s'imaginer, se dire, moi si j'ai envie d'apprendre l'anglais à Londres, qu'est-ce que je fais ? Je vais taper directement sur internet en fait. Donc c'est comme ça que mes clients me trouvent. Et ça, tu l'as mesuré dans le sens où quand tu avais un prospect, un client qui arrive, comment vous m'avez connu, enfin tu poses des questions usuelles pour savoir et pour pouvoir affiner le mode d'approche et qu'est-ce qui a fait qu'il a accroché tes clients. Exactement. Le fait que moi j'ai beaucoup enseigné,
Enfin, j'ai traversé pas mal de structures différentes avant de créer la mienne. J'ai pris à droite et à gauche tout ce qui était fait. Après, dans le cadre de mon dossier BGE, donc dans le cadre de la création, vraiment, il y avait justement tous ces indicateurs. Ils demandaient par exemple comment vous calculez la satisfaction des clients, etc. Donc ça m'a permis de mettre en place tout de suite certains documents comme des questionnaires qualité à la fin de formation, de régler ma fiche d'inscription, etc. Et après, je savais dès le départ que mon entreprise rentrerait dans un processus de labellisation de qualité, de label qualité. Et donc, dans ce cadre-là, il y a bien évidemment plein de critères à respecter pour obtenir ce label. Et ça m'a permis aussi d'avoir un fil rouge pour me dire, ah bah tiens, il faut que je donne les conditions générales de vente, qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans, etc. Et puis après, on va regarder ce que les autres font, hein, parce que bien évidemment, il n'y avait pas grand-chose dans la métropole où je suis, mais il y en avait d'autres partout en France. Et donc, je suis allée regarder un peu. Et donc, effectivement, sur ma fiche d'inscription, sur la fiche de renseignement, les gens, ils notent comment ils m'ont connue. Et à 95%, c'est Internet. Oui, c'est Internet, c'est des recherches Internet. D'accord. Et dans ce 95% par Internet, est-ce que tu sais mesurer le pourcentage entre le site web et les réseaux sociaux, ou c'est tout confondu? Alors, c'est tout confondu. Bon, j'ai un doute, je me demande s'il n'y a pas une case réseaux sociaux. Il y a une case réseaux sociaux. J'ai ma fiche d'inscription sous les yeux. Donc, on a une case réseaux sociaux. Donc, on a une case qui permet de définir. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est très, très peu parce que les gens qui adhèrent à nos réseaux sociaux, ce sont des gens qui nous connaissent déjà. Parce qu'on n'est pas, on n'a pas ce côté influenceur, enfin influenceur entre guillemets, hein, où on peut attirer des gens qui viennent s'inscrire à nos réseaux sociaux qui n'ont pas forcément d'intérêt dans nos formations. D'accord, ok. Alors, on a parlé un petit peu aussi des indépendants qui étaient autour de la métropole et qui sont venus participer à ton projet. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet aussi concurrentiel? Alors, tu avais l'air de dire que non, mais du fait qu'il y avait certainement plusieurs indépendants et que toi, tu montes ta structure, il n'y a pas eu un effet où, justement, ces indépendants-là te jugent comme concurrent et comment dire, essayent... Enfin, voilà. Comment c'est noué cette relation un peu avec les gens du même métier dans la même région? Alors, les indépendants dans notre secteur le sont parce que nous, en tant que centre de formation, c'est difficile pour nous de salarier les gens, déjà parce que ça coûte très cher, et en plus parce que on a besoin d'une flexibilité constante. Et un contrat de travail ne nous permet pas cette flexibilité. Donc, en fait, les gens ont un statut d'auto-entrepreneur pas parce qu'ils se disent « je vais créer ma propre indépendance, ma propre entreprise ». Les gens, ils ont ce statut-là comme s'ils étaient salariés ou salariés. En fait, c'est leur besoin qui fait qu'ils sont indépendants parce qu'ils n'ont pas de quoi devenir salariés ou monter leur propre structure. Donc, exactement. Du coup, en fait, vu qu'il y a une très large fluctuation d'activité, c'est passé plutôt sur le statut d'auto-entrepreneur. Et exactement. Donc, de ce que je comprends, toi, tu es plutôt, t'as pas forcément des salariés, tu fais plutôt des contrats avec ces indépendants-là. C'est ça. En fait, moi, j'ai les deux du coup, parce que je suis quand même obligée d'avoir des salariés. Donc je peux pas le droit. Enfin, oui, le droit. De toute façon, le droit français ne me permet pas de faire appel que à des auto-entrepreneurs. Et après, j'ai aussi créé mon entreprise pour me créer du travail, mais pour en donner à d'autres. Donc le but, c'est aussi de salarier les gens au fur et à mesure, si les finances le permettent. Mais comme je disais, c'est très bloquant pour moi aussi dans mon organisation d'avoir des salariés en fait. Parce que je dois absolument leur fournir un certain nombre d'heures sur un emploi du temps qui est très précis, et ça vient ça ne va pas avec notre flexibilité. Nous, on a des formations qui commencent toutes les semaines, des inscriptions, bref, c'est très complexe. Donc, du coup, c'est très compliqué d'avoir ça. Alors, donc, c'est effectivement une grosse part de mon équipe qui est auto-entrepreneur, mais je ne suis pas venue, quand j'ai créé, je suis pas venue en concurrence avec eux en fait. Ils se sont pas dit, ah mince, il y a une grosse structure qui ouvre, donc nous on va perdre du travail.
parce que comme je disais, les gens, la plupart des auto-entrepreneurs dans mon milieu, en tout cas, le sont pour pouvoir travailler justement dans des grandes structures, dans les universités, les écoles de commerce. Donc, en fait, plutôt que de te voir comme un concurrent, ils t'ont vu comme une opportunité, comme un employé, pour dire je vais pouvoir travailler avec elle et je vais pouvoir avoir, entre guillemets, peut-être plus de clients ou une régularité plus grande en m'adossant à cette structure. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. C'est génial. Donc ces débuts, en fait, tu démarres sur les chapeaux de roue avec tous ces indépendants qui viennent et puis comment dire, cette collaboration intelligente entre toi et eux. Qu'est-ce que tu dirais dans ces débuts, dans ces premiers temps, ces premiers mois ou cette première année, qu'est-ce qui t'a semblé toi le plus dur? Et qu'est-ce qui t'a, motivé, qu'est-ce qui t'a donné un petit coup de boost en me disant, bah ça c'est super, voilà, j'ai bien fait de faire ça. Vaste question. Ouais, vaste question. Alors, quand j'ai créé, j'avais pas d'enfants, donc ça m'a permis de travailler beaucoup, tout le temps. En permanence, je travaillais tout le temps. Je me souviens que quand j'ai créé, mon comptable m'avait dit vous allez voir, vous allez travailler 50-60 heures par semaine. Je m'étais dit, pof, ça va pas, non, moi je vais pas travailler autant. Et puis en fait, inconsciemment, on travaille tout le temps. Enfin, je travaillais tout le temps, que ce soit dans les locaux, chez moi après, derrière, mais aussi j'avais pas de famille qui me permettait de venir restructurer ça. Donc parfois c'était lourd, ça m'a pris 1 an et demi avant que je puisse prendre mes premiers jours de congé, on va dire. Je parle même pas de semaine entière, mais au moins 2-3 jours de le lever et de laisser la structure toute seule. Donc c'est pas évident, on est tout seul. Après j'ai toujours beaucoup intégré mon équipe, surtout mon équipe d'auto-entrepreneurs. Je lui ai beaucoup fait part de certains choix, certaines décisions, alors pas administratives et financières, mais au moins dans l'organisation au quotidien. Donc je me suis jamais sentie complètement seule. Je voyais en fait que l'activité se développait rapidement, donc il y a aucun moment où je me suis dit oh mon Dieu, ça va être catastrophique. Hormis les premières semaines, premiers mois où on dit mon Dieu. Mais comme très rapidement la sauce a prise, j'ai eu confiance, j'ai laissé faire de toute façon. Et comme je disais au départ, j'étais toute seule dans le truc. En fait, si ça crachait, c'était pas grave. En plus, j'avais même pas de famille. Donc si ça crachait, pour le coup, c'était vraiment pas grave. J'avais pas encore de maison, j'avais rien. Donc c'était une question financière. Il fallait que je rembourse après mon prêt bancaire, mais en partie. Mais c'était ok, j'avais mesuré ces risques-là en fait. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Si je me crache aujourd'hui, j'ai des salariés, j'ai une équipe, j'ai une famille. Et voilà, on est plus tout à fait dans les mêmes. Voilà. Donc vraiment au départ, j'avais ce côté-là un peu détaché en disant bon bah voilà, si je me crache, bon bah tant pis. J'aurais testé, j'aurais tout mis en œuvre et puis après on verra. Et ce qui vient remonter le moral, c'est le retour client. Vraiment le retour client, les gens qui sont extrêmement contents. Les gens qui viennent avec un copain et qui disent ah bah lui aussi il veut s'inscrire, et ça vaut tout l'or du monde en fait. Vraiment ce retour client, on se dit ok, on fait quelque chose. Nous en plus comme on forme en français, on voit tout de suite l'utilité de ce qu'on fait, on voit l'impact qu'on fait, et des gens qui arrivaient, qui parlaient pas un mot de français, au bout de quelques semaines qui commencent à baragouiner ou à parler et à s'intégrer, ça c'est. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui vaut tout l'or du monde, et c'est ce qui fait qu'on se dit bon, on est quand même dans le droit chemin et on continue, parce que malgré tout, c'est toujours pas évident, même 8 ans après. Ouais, ça nourrit nos valeurs, ça donne du sens, et puis c'est toujours gratifiant de voir la satisfaction client. Voilà, en direct, c'est encore mieux. Oui. Donc voilà. Non mais c'est ça, parce que je disais j'ai créé pour me créer du travail, mais pas seulement, bien évidemment. Au fond, il vient autre chose. Le but, c'est d'aller enseigner le français, d'aider les gens à s'intégrer, à se développer, à
à produire leurs projets en français, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment la satisfaction client, et c'est ce que je me suis encore dit quand j'ai renouvelé mon label qualité, où je me suis dit, il faut que je rentre dans ces cases-là de label, qualité, etc., qui sont très précises et ennuyeuses. Mais finalement, moi, ma satisfaction, ma mesure qualité, elle est auprès de ma clientèle au quotidien, tout le temps et en permanence. Et c'est vraiment le client qui est là au cœur de tout le projet. Et oui, et ça se sent en t'écoutant en tout cas que tu as à cœur cette satisfaction client et cette envie d'aider les gens. Effectivement, quand on arrive dans un pays et qu'on ne parle pas la langue, c'est compliqué. Déjà des fois, comme on parle la langue, qu'on est natif, c'est compliqué. Alors on n'ose pas imaginer quand en plus on ne maîtrise pas bien le langage. Mais juste pour ajouter un truc sur la satisfaction client, donc c'est vrai que le client est très important, et au début en fait, j'acceptais tout et je disais oui à tous les clients, mais toutes les demandes aussi, tous les gens qui voulaient négocier, tout. Enfin vraiment, comme je voulais satisfaire tout le monde et qu'en plus je voulais récupérer le plus de clients possible, j'ai dit oui à tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, je me suis retrouvée aussi bloquée par des demandes complètement incongrues. Des gens, on leur donne un petit peu, puis ils en profitent pour tout prendre. Et il a fallu aussi que je recadre les choses. Donc c'est aussi faire attention quand on crée, on se dit oui, on va dire oui à tout le monde parce qu'on a besoin de clients, etc. Mais il faut faire attention à pas se perdre là-dedans et à pas s'écraser non plus et à accepter tout et n'importe quoi. Et il a fallu que je recadre, et je recadre régulièrement. Et finalement, une fois que mon cadre est bien posé sur ce que je veux aussi, quelles sont mes valeurs, mes conditions, etc., je suis capable de dire non aussi aux clients et que toutes les demandes ne sont pas satisfaites. Et le client, il l'entend très bien aussi. Mais voilà, quand on crée, on a tendance à vouloir dire oui à tout et accepter tout et n'importe quoi. Il faut juste faire attention aussi à bien poser ses limites pour ne pas se faire manger, parce que sinon on ne s'en sort pas. Oui, alors d'autant dans une phase de création où on est en acquisition de clientèle, ou aussi quand on a une baisse de chiffre d'affaires, on a tendance à vouloir ouvrir l'éventail, ouvrir l'entonnoir pour se dire il faut absolument que tout simplement il faut que je mange, il faut que je fasse manger les gens. Donc du coup je prends un peu tout ce qui tombe. Et effectivement, alors des fois ça peut être salutaire, des fois ça peut créer des autres opportunités en se disant tiens, il y a un service auquel je n'avais pas pensé et que je vais pouvoir le ramener sur mon offre et la compléter. Donc ça c'est plutôt bien, mais effectivement après il faut voir à pas prendre la pente savonneuse soit de la descente de qualité, soit de brader, il y a plein d'écueils qu'il faut bien mesurer, en tout cas il faut bien mesurer les risques. Si jamais on met le doigt dans cet engrenage. Et savoir dire non dès qu'on a passé le creux de la vague. Oui, c'est ça, il faut vraiment être très au point avec ses valeurs et savoir quelles sont ses limites et jusqu'où on peut aller. Et après, effectivement, tous ces retours et toutes ces choses où on dit oui alors qu'on n'aurait pas dû, ça vient aussi affiner pas mal son offre et la manière dont on communique, etc. Nous, c'est venu beaucoup affiner nos conditions générales de vente, la manière dont, c'est aussi utile, mais c'est juste qu'il faut être vraiment très très droit dans ses valeurs et être sûr de jusqu'où on peut aller. Comme dirait quelqu'un que j'ai interviewé récemment, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc en fait, quand on arrive dans une situation comme ça et qu'on se dit plus jamais, ça nous permet de mettre des garde-fous et de se dire cette sortie-là sur l'autoroute, je ne la prendrai plus. Je sais où ça me mène, j'ai plus envie d'y aller. C'est ça, mais il faut avoir cette intelligence effectivement de se dire c'est pas un échec, c'est un apprentissage et qu'est-ce que je peux en retirer de ça et comment je viens réorienter. Et c'est vraiment très très important dans l'entrepreneuriat parce que souvent on prend les échecs personnellement. C'est notre boîte, c'est nous qui l'avons montée, c'est notre projet, c'est notre bébé. Et en fait, dès qu'il y a un petit revers, une baisse d'activité, on le prend pleine face, on le prend pour soi. On se dit j'ai mal agi ou j'ai déconné ou peu importe. C'est ça.
Et en fait, on creuse encore plus le trou en se disant qu'on est responsable. Alors oui, dans une certaine mesure, on est responsable, mais pas coupable. À un moment donné, c'est un échec ou c'est une petite perte ou voilà, mais c'est à nous de rebondir. Il faut surtout éviter de se culpabiliser pour éviter la double peine. Oui, c'est ça. Mais c'est pas évident de se dissocier, en tout cas pour moi, de se dissocier de son entreprise. De dire, parce que je vois mon entreprise, elle, comme c'est moi qui l'ai créée, elle possède toutes mes qualités, mais elle possède aussi tous mes blocages. Et tous mes blocages sont aussi présents dans la société. Donc c'est pas toujours évident aussi de se détacher et de se dire qu'effectivement, si la société va mal, c'est pas fort. Enfin, c'est aussi de notre ressort parce que c'est nous qui l'avons tourné, mais c'est pas forcément notre personnalité en tant que personne qui vient. C'est pas pour autant qu'on est une mauvaise personne parce que la société va mal. C'est exactement ça. Mais c'est souvent que je communique, ça peut paraître un peu stupide, mais c'est souvent que je communique à mon entreprise, je lui parle comme si c'était une autre personne, pour essayer justement d'avoir ce détachement. Mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je pense que mentalement, ça permet justement d'avoir une espèce de garde-fou et de pouvoir se dissocier de l'entreprise. Et alors, tu vois, en discutant ensemble, je me rends compte aussi que il y a des statuts de société qui prêtent plus à la dissociation que d'autres. Par exemple, si tu as un nom propre, c'est toi, quoi. C'est juste, tu as créé une société à ton nom. Et c'est vraiment toi. Il y a quasiment pas de distinction dans le sens où tes comptes, c'est ceux de la société. Ce que tu n'as pas, par exemple, dans une SARL, une SAS, une SA, peu importe le statut, c'est que, dans ces statuts-là, tu as un compte séparé. Tu as un bilan séparé, ta vie personnelle et ta vie professionnelle sont déjà bien dissociées. Et ce qui déjà mentalement t'aide à, c'est peut-être un peu dur au début de bien prendre cette notion d'entité morale, qui n'est donc pas une entité physique, qui est cette société qui se crée, et qui du coup n'est pas toi. Toi, tu peux être créateur, même à 100%, tu peux être gérant à 100%. La société, c'est la société, et toi, c'est toi. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que c'est important. Moi, je l'ai pas assez fait au début, justement, de me rendre compte que la société, c'était pas moi, et moi, j'étais pas la société. Aujourd'hui, je le comprends un peu mieux à travers, de toute façon, toute l'histoire et le parcours de la société, où je me dis, finalement, je peux transmettre la société, elle est vraiment indépendante de moi, et puis moi, je peux faire autre chose. Après, le droit français est pas évident parce que si on vient à cracher notre société, du coup c'est nous en tant que créateurs qui sont marqués au fer rouge et après pour aller recréer une société, c'est pas évident. Donc même le droit français n'arrive pas à distinguer le créateur de la société, etc. Oui, alors il me semble que depuis quelques années ça a été modifié. Parce que moi je me souviens, ma première société que j'ai crachée, j'ai donc été blacklisté par la Banque de France en disant attention, c'est un gros méchant, il a entrepris et il a échoué. Et oui, non, c'est toujours facile psychologiquement à assumer. Mais effectivement, il me semble que ça a été assoupli. Et en tout cas, en fait, maintenant, il y a plus de fichiers. Mais effectivement, alors ça, c'est le côté très pragmatique, puisque si tu veux remonter une affaire, t'es marqué, donc c'est compliqué. Mais aussi d'un point de vue purement psychologique, humain, quand tu présentes un dossier pour recréer une société, et que tu vas dire à ton banquier, par exemple, qui lui, normalement, alors effectivement, l'interdiction Banque de France, c'est quelque chose qui éveille des soupçons en lui, mais il n'y a pas de raison. Par exemple, je prends l'exemple d'un partenaire, d'un fournisseur, si tu lui dis que tu as déjà créé ta boîte et que tu l'as arrêté, il va y avoir une petite suspicion, en tout cas dans le monde francophone ou en tout cas latin, européen, une suspicion de il a mal fait, donc il peut se recasser la gueule et il peut nous planter. Voilà. Et ce qui est très différent, par exemple, dans le monde anglo-saxon, où en fait on va très légitimement te dire tu t'es planté, donc tu as appris de tes erreurs. C'est ça. Donc tu vas éviter cette erreur-là, et puis peut-être que tu vas te replanter, mais tu referas d'autres erreurs. Et voilà, et on fait beaucoup plus confiance à quelqu'un qui a monté 4 fois ou 5 fois une boîte
que quelqu'un qui vient de la créer. Et c'est ça, en fait. Ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est important. Les créateurs, les entrepreneurs sont peu valorisés. Voilà, il faut le savoir. Donc, ils sont peu valorisés par les salariés. C'est-à-dire qu'on valorise énormément le salariat en France. Donc, on est peu reconnu de l'équipe des salariés, des choses comme ça. On est peu aidé par les instances autour, et c'est vrai que c'est pas évident, parce que moi, souvent, je me sens encore seule. Il y a eu des moments qui ont été très très difficiles avec l'entreprise, où je me suis dit je vais devoir la fermer. Et quand je me suis vraiment posé la question de savoir comment fermer une entreprise. Donc il y a plein de possibilités différentes, hein. Mais à chaque fois, c'était moi qui étais montré du doigt, c'était ma faute, c'était moi qui avait mal géré. Et effectivement, au-delà du fait d'être marqué sur un papier administratif comme quoi on est responsable de la chute de son entreprise, psychologiquement, c'est compliqué, et on revient dans cette remise en question constante en disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai mal fait, c'est ma faute, je peux plus jamais être entrepreneur. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut arriver aussi à prendre en compte effectivement le contexte culturel dans lequel on est, qui vient pas forcément valoriser les entrepreneurs, et encore moins les entrepreneurs femmes. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, il faut s'accrocher, et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux et visibles pour pouvoir faire bouger la donne aussi. Bien sûr. Et alors, pour finir là-dessus, mais moi, ce que je trouve très très compliqué psychologiquement, c'est quand tu fermes ta société, où est-ce que tu vas ? Tu vas au tribunal de commerce et tu passes devant des juges qui jugent de savoir si tu dois ou pas continuer ta société. Alors, personnellement, moi, je suis rentré, j'ai rencontré des juges très très bienveillants. Ça s'est très bien passé. Je veux dire, voilà. Je leur ai expliqué la situation, et ils m'ont dit, bon, bah, ok, voilà, vous avez tel liquidateur, voilà, votre société va finir. Mais psychologiquement, ça reste quand même compliqué de se dire, en fait, on va devoir passer au tribunal. C'est ça. Se dire, enfin, c'est un peu là, c'est pas la double couche, c'est pas la double peine, c'est la triple peine. C'est-à-dire que non seulement psychologiquement, il faut quand même encaisser qu'on va fermer sa société. Souvent, la deuxième couche, c'est qu'on y laisse des plumes, et pas qu'un peu. La troisième couche, ça serait pour les salariés, pour les partenaires, les fournisseurs, peu importe, les clients. Voilà. Et la couche suivante, c'est on passe au tribunal pour être jugé de savoir si on a bien fait ou si on n'a pas bien fait. Oui, c'est ça. C'est assez violent, en fait. Le processus est assez violent, en fait. Et je trouve ça dommage, parce que finalement, on vient créer une structure. Donc déjà, on a ce potentiel de création. On part de rien, on crée de la richesse, à travers les impôts, etc. On crée éventuellement des emplois. Et si on n'y arrive pas, parce que pour des tas de raisons différentes, et ben voilà, on se retrouve à être jugé comme si on était des vrais méchants. Donc il faut vraiment avoir le cœur accroché. Et j'ai été contente aussi, on va pas tout dévoiler, mais j'ai été contente de ne pas tout savoir au moment où j'ai créé. Parce que si j'avais su tout ça, donc c'est pour ça qu'on va pas trop en dire, parce que sinon plus personne ne voudra créer. Mais voilà, je crois que si j'avais su tout ça, j'aurais peut-être pas créé. Donc on va revenir un petit peu sur toi, sur ton entreprise. Est-ce qu'il y a eu une phase de croissance, alors à part ces débuts qui ont été très très prometteurs, et on en voit le résultat, mais est-ce qu'il y a eu une phase durant ces 8 ans où tu as vraiment une croissance, une poussée très très forte d'activité, tout simplement? Alors moi, dans tout, du coup, mon activité, elle aussi. Elle fluctue beaucoup. Alors, oui. Alors, en fait, donc, elle a démarré très fort, et
j'ai commencé avec des locaux. Les locaux, c'est très important. Je suis un centre de formation. Les gens, ils viennent dans mes locaux. Ça, c'est indispensable. Et comme je loue des locaux, c'est des baux commerciaux. Donc, c'est 3, 6, 9. Donc, en fait, 2015, 2016, 2017, ça a été très productif. Je me suis développée, etc. Et en fait, très rapidement, je me suis retrouvée avec des locaux trop petits. Donc, je me suis dit, je vais déménager dans des locaux beaucoup plus grands. Et là, mon activité va pouvoir prendre son envol complètement. Et ça a été le cas, en fait. 2018, 2019, ça a été... on était vraiment le vent dans les voiles et ça allait. J'ai pu salarier des gens à partir de 2017. J'avais des grands locaux où je m'étais dit, ça va être des locaux un peu définitifs sur lesquels toute mon activité va pouvoir se baser et on va pouvoir se développer en grand. Et puis 2020... 13 mars 2020 est arrivé et le 13 mars 2020, il a fallu que je ferme la structure suite au Covid, donc fermer les locaux. C'est là où je me suis retrouvée dans mon bureau en pleurs à parler à mon entreprise et en lui disant « ne me lâche pas, je reviendrai ». Et donc là, l'activité a complètement craché. Nous, on ne travaille qu'avec l'étranger, donc en fermant la communication avec l'étranger pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça a complètement, c'est venu complètement se cracher, vraiment. Et en fait, en 2020, j'arrivais au bout de mes 3 ans de location de mes grands locaux. Et donc, je me suis dit, il va falloir... Là, il faut prendre des décisions, en fait. C'est soit on se crache complètement, soit on tente le tout pour le tout. Et donc, j'ai redéménagé. Donc, tous les 3 ans, j'aime bien déménager tous les 3 ans. J'ai redéménagé dans des locaux de taille intermédiaire, plus grands que mes tout premiers locaux, mais beaucoup plus petits que les secondes. Pour essayer de sauver l'activité, les gens ont été licenciés, bref, on s'est adapté. Donc ça, c'était 2020. 2021 a été très compliqué et l'activité commence à reprendre depuis 2022, donc depuis une petite année. Et là, on sent que ça repart, etc. Mais ça a été... Donc, en fait, s'il y avait, hormis la crise Covid, s'il n'y avait pas eu la crise Covid, on partait, on y allait fort, on a diversifié l'activité aussi, parce que les gens sont venus à nous pour nous proposer de devenir centre d'examen, pour faire ci, pour faire ça, pour vraiment développer notre structure. Donc ça allait, en fait. Et puis après, il y a les aléas de la vie qu'on ne maîtrise pas. Le Covid, typiquement, c'était quelque chose qui n'était pas prévisible. Et donc, c'est venu tout cracher. Et après, c'est là où, en tant qu'entrepreneur, il faut prendre des décisions qui sont compliquées. C'est des périodes qui sont très, très compliquées. Mais peut-être salvateur aussi. Ça a permis de prendre de la distance sur ce que je faisais, sur l'organisation, sur les choix aussi que j'avais faits. Ça a permis j'avais des difficultés au niveau des RH, donc ça a permis aussi à tout le monde de se poser la question de savoir est-ce qu'on veut continuer à travailler ensemble, etc. Et voilà, aussi de nettoyer aussi pas mal de choses. Donc tout n'est pas négatif dans cette crise-là, mais ça a été compliqué, ça l'est encore. donc voilà à peu près pour voilà. Et donc, sur cette crise du Covid qu'on a tous subi, aussi bien personnellement que professionnellement, il y a beaucoup de formateurs qui se sont orientés vers justement de la formation en ligne. Et c'est quelque chose que tu ne pouvais pas mettre en place de ton côté. Alors, du coup, nous, on avait un peu anticipé parce que comme on est en contact avec l'étranger, on savait depuis décembre, janvier qu'il y avait quelque chose qui se passait en Asie, on le voyait se rapprocher, on avait eu des communications de certains pays qui avaient annulé tous leurs séjours scolaires, notamment avant que nous on vienne fermer en mars. Donc voilà, on sentait un peu le vent tourner. Donc on a basculé toutes nos formations en ligne dès le lundi qui a suivi. Donc on a fermé un vendredi et le lundi suivant on était déjà en ligne. Et là les formateurs, ça je les remercierai jamais assez, mais ils ont été extraordinaires parce qu'ils sont arrivés à s'adapter et à tout faire en ligne comme ça du jour au lendemain, alors qu'on avait toujours fait que du présentiel,
que du papier, du présentiel, etc. Et donc, on a tout basculé en ligne. Les clients, eux, ils avaient payé, donc ils sont allés jusqu'au bout de leur paiement, mais ils n'ont pas renouvelé. Parce que c'était pas ça qu'ils étaient venus chercher. À la base, ils viennent chercher un séjour en immersion. Parce que tout le monde était perdu. Il y en a qui sont partis très précipitamment dans leur pays, d'autres qui ont été bloqués en France. Enfin, même pour eux, c'était compliqué psychologiquement aussi. Et donc, les courses françaises, c'était vraiment pas la priorité. Donc, petit à petit, quand les gens sont arrivés au bout de leur financement, finalement, les groupes se sont écrémés. On s'est retrouvés avec quasiment plus rien. Et quand on a réouvert, on a pu réouvrir en physique en juin. Là, il y avait quasiment plus de clientèle. Parce que de toute façon, sur place, les gens, il n'y avait quasiment plus personne. Tout le monde était rentré chez lui et plus personne ne pouvait revenir. Enfin, voilà, ça a été coupé comme ça pas mal. Donc, le premier confinement, on a tout basculé en ligne. Il y a eu un autre confinement en novembre 2020, on a rebasculé en ligne. Et après, on avait le choix, je crois, légalement de pouvoir, parce qu'on était centre de formation, donc on pouvait rester ouvert après par la suite, et on a fait le choix de rester ouvert. Mais de toute façon, même si nous, on restait ouverts, les frontières étant fermées en partie, en fonction des pays, c'était pas évident d'avoir la clientèle. Et il y a des clients qu'on n'a toujours pas retrouvés. Tous les Chinois, par exemple, on les a toujours pas retrouvés. Ils sont toujours fermés encore. Donc, voilà. Mais, donc, en fait, on a pallié à notre fermeture physique. Cependant, aujourd'hui, c'est pas venu transformer notre activité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie de notre activité aujourd'hui qui est en ligne. On reste quand même un organisme de séjour en immersion, en présentiel. On propose plus facilement des cours à distance via Zoom, par exemple, avec des gens qui ne veulent pas faire les trajets au quotidien dans la métropole, ou alors qui veulent commencer à apprendre le français avant d'arriver dans la métropole. Mais pour l'instant, nous, en tout cas, c'est pas venu nous impacter. Et j'ai pas fait le choix pour l'instant, en tout cas, d'investir dans des plateformes numériques pour pouvoir proposer une autre expérience clientèle. D'accord. Ça plus, si je reformule, peut-être maladroitement, mais ça plus était un toboggan d'atterrissage que au final une opportunité pour rebondir. C'est exactement ça. On est venu pallier à un moment donné, mais c'est pas le but en fait. Les gens, ils viennent vraiment là en immersion. Parce que s'ils veulent prendre des cours en visio, dans ce cas-là, ils s'inscrivent directement avec un centre de formation de leur pays. Il n'y a pas de problème de timeline, de choses comme ça, enfin de time zone et de changement de monnaie ou des choses qui sont très indépendantes de ta volonté. C'est exactement ça, parce qu'on peut pas faire un cours de groupe avec un Coréen et un Américain en même temps sur les mêmes horaires, c'est pas possible, c'est trop complexe. Donc, du coup, voilà. Du coup, tu nous dis que maintenant ça va mieux, qu'il y a un regain d'activité et que tu reconnais un peu de croissance. Oui. Est-ce que tu sais mesurer si c'est ce qui a enclenché cette nouvelle croissance? Est-ce qu'il y a un événement particulier ou c'est juste le fait d'ouvrir les portes territoriales, si j'ose dire, nationales, qui fait que naturellement ton activité reprend? Alors il y a deux choses qui se mesurent. Il y a le nombre de clients. Donc là effectivement l'ouverture des frontières a fait que les clients sont revenus, même si je suis quand même très loin des niveaux de 2019. Je dois être à 2/3 de ce que je faisais en 2019. Donc ça, c'est une mesure, c'est le nombre de clients, mais il y a aussi la mesure du développement du chiffre d'affaires. Et là, mon chiffre d'affaires a vraiment augmenté parce que j'ai pris aussi en compte, d'autres décisions, c'est-à-dire j'ai augmenté mes prix, j'ai diversifié un peu mon activité, ou comme je disais, on est centre d'examen aussi, on est centre de formation, mais aussi centre d'examen. Et donc on a développé ce côté-là, qui est de l'argent qui est stable et sûr, et même si demain on ferme les frontières, il y aura toujours besoin d'examen, donc on est sûr de ça. Et en fait, j'essaye aussi de développer mon activité sur une ressource financière de chiffre d'affaires qui peut être stable demain, même si on revient fermer les frontières ou il se passe quoi que ce soit, on peut essayer un peu de compter là-dessus. Donc en fait, c'est ça. Il y a plusieurs variables sur lesquelles
Ça suffit pas de dire j'ai plus de clients, parce que si j'ai plus de clients mais qui payent moins, ben ça n'a pas d'intérêt. Regardez que le chiffre d'affaires, effectivement, mon chiffre d'affaires a vraiment augmenté ces dernières années. Et je suis pas encore au chiffre d'affaires de 2019, mais quasiment, ça va venir. Mais malgré tout, j'ai quand même une clientèle qui est moindre. Donc voilà, c'est pas. Quand je regarde les chiffres, je suis à la fois contente parce qu'effectivement mon chiffre d'affaires est OK, mais les clients sont pas complètement revenus. Donc c'est voilà, je suis un peu partagée entre les deux. Mais ça s'en vient. Et puis après, on essaye de diversifier un peu l'activité, quoi. C'est ça. Donc en diversifiant ton activité et en prenant quelque chose de plus récurrent, ça t'a permis d'accroître ton chiffre d'affaires, d'amener une pérennité, puisque c'est quelque chose qui là est constant et beaucoup moins fluctuant. Et ça te permet de rebondir et de rebondir plus vite. C'est ça. Le centre d'examen, c'est un centre d'examen orienté FLE ou orienté langue, ou c'est un centre d'examen qui peut être sur d'autres secteurs d'activité? Alors on est orienté FLE et anglais pour l'instant. Donc on reste dans les langues, dans la linguistique, etc. D'accord. Après on ne nous a pas approché pour d'autres choses, mais on a on a les outils, les ordinateurs, oui, voilà, c'est ça, les ressources pour pouvoir être centre d'examen un petit peu de n'importe quoi si besoin. Mais à chaque fois, ce sont des opportunités, c'est des gens, des contacts que j'avais, des gens qui sont venus me voir, on me dit tiens, Cécile cherche à ouvrir un centre d'examen, voilà, pour tel examen, est-ce que ça t'intéresse? Donc voilà, ça a été des opportunités comme ça. Après, on a essayé vraiment de développer aussi notre activité. On voulait développer des activités sur d'autres langues que le FLE, que le français. Et c'est pas évident, en fait. Développer son activité, diversifier son activité, pareil, il faut pas se perdre. Et proposer une nouvelle offre, c'est aussi c'est un investissement, c'est aussi c'est un investissement au niveau argent et temps et énergie. Et dans des moments où on est vraiment très bas, dans la courbe, à la fois au niveau chiffre d'affaires, mais aussi à la fois mentalement, parce que le Covid, c'est quand même venu bien secouer tout ça. Ouais. C'est bien de se dire il faut diversifier pour faire rentrer de l'argent encore, mais une fois de plus, il ne faut pas se perdre et il ne faut pas s'essouffler là-dedans. Et donc, moi, je m'étais dit, justement, on va ouvrir des formations d'anglais. Et puis finalement, je ne suis pas allée plus loin parce que je me me suis rendu compte que ça me demandait beaucoup trop d'énergie et de temps, et qu'il valait mieux que je me focalise déjà sur ce qui était en place et de développer ce qui était déjà en place. Oui, c'est très très vrai ce que tu dis, c'est la diversification, il faut quand même qu'il y ait un sens par rapport à l'entreprise. On ne peut pas être formateur en langue et puis vendre des glaces sur le parvis devant le bâtiment le soir, histoire de compléter l'activité. C'est exactement ça. Oui, c'est vraiment tu as une démarche très très saine, dans le sens, non seulement tu vois la diversification, mais en plus elle est cohérente par rapport à ce que fait ton entreprise, et de ne pas mélanger, si j'ose dire, torchon et serviette. C'est exactement ça. Et il faut vraiment faire très très attention, je pense, à son énergie, en fait, à sa vitalité, son énergie, en fait. C'est quand l'entreprise va mal, donc ça a aussi un impact sur nous, et nous, on va pas très bien. Mais du coup, il faut vraiment arriver à préserver son énergie et à pas tout mettre, à se jeter corps et âme pour essayer de sauver l'entreprise, parce que finalement, tout le monde s'épuise, l'entreprise s'épuise, nous, on s'épuise, et on s'y retrouve plus. Et il faut vraiment faire attention, effectivement, à pas partir dans tous les sens, à pas tout essayer pour, à vraiment arriver aussi à se protéger, à protéger son énergie et à mettre son énergie vraiment dans les endroits où ça peut rapporter de l'argent quand on est vraiment bas, ou il faut vraiment faire très très attention à ça, parce que moi je l'ai découvert à mes dépens que j'avais pas une énergie infinie, et donc ça c'est primordial. Et alors ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la dissociation entre l'entreprise et l'entrepreneur, ou le dirigeant, mais c'est des vases communicants forcément, la porosité entre les deux est très importante. Quand l'entreprise va mal, forcément ça influe sur la psychologie du dirigeant, et réciproquement. C'est-à-dire que si l'entreprise va bien mais que le dirigeant va mal, ça peut conduire aussi à des écueils, à faire des mauvais pas
Et c'est pour ça qu'il faut se préserver en tant que dirigeant, être connecté à ses valeurs, trouver des sources pour reprendre de l'énergie, se ressourcer. Et voilà, et c'est très très important. Mais dès le départ, vraiment dès le départ, comme je disais, au début, j'ai travaillé énormément. Et j'ai créé en 2015 et j'ai eu mon premier enfant fin 2016. Et ça m'a permis aussi de réduire mon temps de travail au sein de ma structure. Et ça a été un peu salvateur aussi. Ça m'a permis de moins travailler. Alors même si je me reposais pas en rentrant chez moi, bien évidemment. Mais c'est vraiment très très important dès le départ de se dégager un temps de régénération, de repos, de ressources sans culpabiliser. De toute façon, le monde ne va pas s'effondrer si on prend une demi-journée où on se repose, où on ne fait rien et on ne travaille pas sur son entreprise. C'est indispensable parce que finalement, on arrive au bout. Et d'autant plus si, notamment, je pense à tous les artisans où là, l'entreprise dépend vraiment d'eux. Moi, là, je peux me mettre en repos. Il y a une équipe qui fonctionne et c'est moins gênant. Mais si j'étais, je sais pas moi, boulanger, si je me mettais au repos, ça serait embêtant. Enfin, leur boulangerie fonctionnerait. Mais c'est vraiment très très important de bien prendre conscience de ça dès le départ, dès la création, et de s'autoriser à dire, voilà, une demi-journée, une journée, peu importe, mais de manière régulière. On prend soin de soi, on coupe tout, on va lire, on va au cinéma, on va se faire des massages, enfin, peu importe. Mais c'est indispensable parce que, comme tu l'as dit, si nous, on ne va pas, l'entreprise va suivre et on va entraîner l'entreprise aussi dans notre fatigue morale, psychologique, etc. Donc, c'est indispensable de prendre soin de soi et de son énergie et de protéger son énergie et dès le départ, de mettre en place des bonnes stratégies pour ça. Ça, c'est indispensable. Oui, sinon, il y a des, comment dire, au-delà des bactéries et des virus, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, transmissible, contagieux, c'est la mauvaise humeur, ou en tout cas les humeurs. Donc ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Donc si on est de mauvaise humeur, faut pas s'attendre à ce que notre entourage saute de joie. Et réciproquement, voilà, si on va bien, ça amène un cadre beaucoup plus léger et ça permet de prendre de la hauteur. C'est ça. Même si, voilà, le dire, c'est simple, le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui, non, mais c'est sûr, parce que arriver à se détacher de son entreprise, de la laisser sur pause, ne serait-ce que quelques heures, c'est pas évident parce qu'on culpabilise. Enfin, voilà, moi, il m'a fallu des années pour arriver à prendre cette distance et je travaille dessus justement depuis un an et demi à me dire ok, je me pose, je culpabilise pas. En plus, maintenant que j'ai une équipe, je culpabilise encore plus en me disant mais mon Dieu, ils travaillent pour moi et moi je fais rien. Et voilà, c'est tout aussi un cercle comme ça. Mais comme je disais, je l'ai aussi appris à mes dépens de toute cette énergie que j'ai donnée parce que il faut faire vivre l'entreprise, il faut faire vivre l'équipe s'il y a une équipe, il faut faire vivre les clients, voilà, il faut donner constamment du sourire, des conseils, et puis comme on est le créateur, le chef, on est le dernier rempart pour tout, on vient nous solliciter pour tout, et donc du coup donc à un moment donné, il faut vraiment s'autoriser à se reposer et à prendre ce temps, c'est indispensable. Ouais. Ça m'amène à penser que, en tout cas une formulation qui est peut-être un petit peu différente, mais qui, j'espère, peut amener à réfléchir les gens, c'est que la valeur qu'on apporte n'est pas corrélée au temps qu'on passe. Dans le sens où, par exemple, même dans le monde du salariat, vous avez deux salariés qui n'ont pas le même salaire, on suppose qu'ils n'amènent pas la même valeur, ou en tout cas alors peut-être qu'ils se sont mieux vendus ou peu importe, mais en général, par exemple, entre un salarié, je ne vais pas dire de base, mais un salarié traditionnel et un manager, le manager n'est pas censé faire beaucoup plus d'heures, il est censé amener une valeur différente. Et c'est aussi important en tant que dirigeant de se dire, moi ma valeur, c'est pas forcément d'être à l'accueil tous les jours, c'est pas forcément de distribuer des photocopies ou de les faire. Ma valeur, elle est de diriger cette entreprise. Et quand on voit combien c'est compliqué, de se dire qu'on a du temps pour soi, de se préserver et de prendre du recul
pour avoir d'autres idées, pour se dire est-ce que c'est le bon moment pour diversifier, pour changer de locaux, toutes les problématiques que tu as pu soulever. C'est important de le faire à tête froide, dépassionnée, et justement, si on n'a pas ce temps-là, si on est tout le temps la tête dans le guidon, ça peut nous amener à faire des mauvais choix, des mauvaises décisions, et c'est là où on risque de partir dans le virage dans le mauvais sens. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je découvre que maintenant, 8 ans après, j'ai toujours voulu faire tout toute seule dans mon entreprise. D'une part, pour pouvoir faire des économies, mais aussi parce que je me suis dit, si je peux le faire. Enfin, par exemple, le ménage dans mes locaux, je me disais, je sais passer à l'aspirateur, je peux le faire, c'est quand même pas compliqué. Mais sauf que, donc c'était ma fierté un peu de dire, voilà, j'ai tout fait, c'est moi qui fais le site internet, c'est moi qui fais ci, etc. Sauf que, à un moment donné, c'est aussi ça qui vient bloquer. C'est-à-dire que j'ai tout fait, mais j'ai rien fait. Et je pense que s'il y a un autre, effectivement, conseil à donner, c'est vraiment de savoir s'entourer, d'être prêt à payer des gens qui sont experts dans certains domaines. Payer quelqu'un qui vient faire le ménage, qui vient faire le site internet, qui fait etc. pour justement arriver à se libérer du temps, nous, et se dire en fait nous on est chef d'entreprise, donc notre zone de génie, c'est vraiment de prendre de la distance sur la structure, de poser des plans, de donner des directions, et après on a une équipe qui est là pour exécuter. Alors c'est pas je donne des ordres et puis vous faites, etc. Mais il faut que ça soit fait en bonne intelligence, mais il y a une équipe qui est là pour exécuter et qui sont bien meilleurs. Et moi, souvent on me dit mais pourquoi tu enseignes plus? Je dis mais parce qu'en fait j'ai des profs qui sont bien meilleurs que moi pour enseigner aujourd'hui. Autant leur confier cet enseignement. Moi aujourd'hui je suis meilleure dans d'autres choses, et c'est là-dedans. Et je m'en suis rendu compte, et j'ai vraiment pris conscience de ça aussi. J'ai pris mon salaire, que j'ai divisé par 35 heures, voilà, pour savoir à peu près à combien j'étais payée à l'heure. Et je me suis dit, finalement, si par exemple je fais appel à une personne qui vient faire le ménage dans mon entreprise, finalement, ça me reviendra moins cher que si c'est moi qui le fais. Parce que je suis payée un peu plus que... Le taux horaire n'est pas le même. Voilà, c'est ça, le taux horaire n'est pas le même. Et donc, du coup, je me suis dit, autant que je... économise mes 2-3 heures de ménage, soit pour prendre du temps pour moi pour me reposer, soit effectivement pour les investir dans un autre projet. Et après, on m'a fait aussi remarquer que comme j'ai créé une entreprise, j'ai créé de la richesse, donc ça me permet de faire appel à d'autres entreprises prestataires, donc notamment la personne qui va venir faire le ménage. Et donc, c'est aussi une manière de créer un autre emploi ou une autre activité pour toutes ces activités prestataires qui vont travailler avec nous. Et je dis, en fait, finalement, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon entreprise. Mais voilà, donc petit à petit, j'apprends à m'entourer, à me dire, ok, c'est bon, je paye quelqu'un pour faire mes flyers, etc. C'est plus moi qui le fais parce que déjà, ça sera de meilleure qualité et parce que moi, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Et ça, c'est mon objectif de 2023, c'est arriver à faire ça parce que c'est pas évident de lâcher et de faire confiance. Et, voilà. Oui. Alors, dans les premiers temps, je reprends un peu ce que tu dis, mais les premiers temps, quand on crée son entreprise, on est un peu forcé de tout faire parce que on n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas de clients, donc si on n'amorce pas la pompe, personne ne va le faire pour nous. Donc on est obligé d'être l'homme orchestre en faisant de l'harmonica avec la bouche et les cymbales avec les pieds. C'est ça. Mais très vite, effectivement, c'est peut-être là aussi où ce rôle de dissociation, de se dire je prends la casquette de moi, Cécile, dirigeante d'entreprise, je me mets dans la peau de mon entreprise et je décide où est-ce que je dois avoir de la valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, elle n'est pas à passer le balai dans les salles de classe. Ma valeur ajoutée, elle n'est pas à faire du webmastering sur un site internet. Ma valeur, elle est de piloter l'entreprise, de trouver des nouveaux clients, trouver des nouvelles sources de prospection, trouver des nouveaux services, avoir une vision long terme sur les 2, 3, 5, 10 ans à venir. Et là, la valeur ajoutée, tu as la zone de génie, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup cette expression. C'est là où on est en plein dedans. Et de se dire, faire des photocopies, tout le monde peut le faire. Il faut apprendre à déléguer. C'est ça. Et surtout que quand on rentre dans des choses très très précises, très techniques, tu parlais du site internet, je me sens plus concerné là-dessus, parce que
c'est mon métier d'origine. En fait, on a des gens qui sont experts dans ce truc-là. Donc, on perd du temps, on le fait moins bien, et au final, le gain presque comptable, il est déficitaire dans le sens où on se dit, je perds mon temps, je perds de l'argent, ça me coûte plus cher que de faire appel à quelqu'un, et en plus, ça me rapporte moins au final parce que c'est moins bien fait. Et c'est exactement ça. D'un point de vue purement comptable, c'est pas la bonne décision. Il vaut mieux s'entourer avec des gens compétents. C'est exactement ça. C'est ça. Et puis se dire, c'est un investissement que je fais et je le fais. Mais c'est exactement ça. Après, effectivement, il n'empêche que au début, on est quand même obligé de tout faire. Mais je pense que rapidement, il faut savoir s'entourer de personnes compétentes, expertes dans leur domaine. Et après, on reste chef d'entreprise et on écoute aux Suisses. Et donc, on fait tout. Et dès qu'il y a un problème dans mes locaux, je suis aussi compétente entre guillemets en plomberie qu'en gestion, qu'en finance. Mais voilà, ça demande effectivement quand même de savoir s'adapter, mais de savoir déléguer au bon moment. Et justement, ce rôle de dirigeant, d'un orchestre, est tellement crucial et on ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit un robinet qui fuit ou que ce soit quelqu'un qui n'est pas venu à l'heure, on se retourne vers le dirigeant en savoir quoi faire. Tout ça, c'est des choses qui arrivent de manière tellement naturelle, récurrente et de manière tellement récurrente, c'est tout le temps, qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps à se dire en plus il faut que je fasse le site internet, en plus il faut que je fasse les flyers et en plus il faut que je fasse ci et ça, et très vite en fait on se rend compte qu'on devient le goulet d'étranglement. Et en fait très vite on se rend compte que y a plein de choses qui se bloquent parce que on n'a pas réussi à le faire, donc il faut savoir déléguer. Encore une fois, on en revient à cette conclusion, il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer, ouais, exactement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, avec tes 8 ans d'expérience en tant que dirigeante d'entreprise, si tu regardes un petit peu, tu fais un demi-tour contemplatif de ce parcours-là, qu'est-ce que tu en retires? Quels sont les points positifs et quels sont les points, je ne vais pas dire négatifs, mais les points de vigilance? C'est une très bonne question. Je suis toujours stupéfaite de la manière dont mon entreprise réagit et comment elle arrive à rebondir et à se développer. Et étrangement, tout ce qui est développement, je ne l'associe pas forcément à mes actions. Donc là, pour le coup, j'arrive très très bien à dissocier l'entreprise. C'est l'entreprise qui se développe toute seule, non, mais voilà. Donc, je suis très contente de ce que j'ai fait, de ce qu'on fait, parce qu'en fait, j'ai été seule que les premières semaines, mais très vite, j'ai été rejointe par d'autres personnes. Et je suis arrivée à fédérer pas mal de gens autour du projet et qui se sont investis, tous les autres entrepreneurs, les salariés, etc., qui s'investissent. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente d'avoir accompagné des milliers de personnes dans l'apprentissage du français et de voir leur réussite personnelle, parce que grâce à nous, on a pu marquer aussi leur passage. J'apprends tous les jours sur moi, sur la gestion d'une entreprise. Et j'ai vraiment beaucoup appris ces 2 dernières années. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir avant, comme je disais, le fait de savoir se reposer, de déléguer. Le travail que je fais sur moi, comme je disais, mon entreprise, elle a toutes mes qualités, mais elle a aussi tous mes blocages. Et c'est important de travailler sur soi, sur son rapport à l'argent, sur toutes ces pensées limitantes, etc., qui viennent aussi impacter le développement de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important aussi de travailler là-dessus, je pense. Et en plus, c'est bénéfique pour soi, mais ça peut être aussi bénéfique pour l'équipe qu'on accompagne. Il y a eu des hauts et des bas, des grands bas. Ce qui est important,
c'est de relire ça et d'essayer d'en tirer les bons enseignements, parce que tout n'est pas négatif, et c'est ça la force en fait qui fait qu'on est des entrepreneurs et qui allons continuer. C'est que oui, une entreprise, c'est jamais en développement constant. Même s'il n'y avait pas eu la Covid, de toute façon, une entreprise, elle aurait fait forcément un creux, puis ça serait reparti, etc. Donc là, au moins, le creux, je l'explique clairement, c'est bien, c'est pas ma faute. C'est cet avantage-là, c'est pas ma faute. Mais il faut savoir aussi en retirer les enseignements, parce que ça suffit pas de dire, bah voilà, à un moment donné, ça a craché. Il faut qu'on puisse dire, bon bah voilà, ça du coup, ça permet de prendre de la distance et de dire, bah je mets en place ça et ça, etc. Mais c'est ça à peu près. Cette relecture, c'est très intense. C'est très très intense. Comme je disais au départ, je pensais qu'il suffisait de louer des locaux, mettre des tables et des chaises et c'était OK. Et là, je suis rentrée dans un univers absolument incroyable. Incroyable, à la fois génial, parce que j'ai découvert plein de trucs. C'était enfin, je me suis formée, intéressée à plein de choses, création de site internet, marketing, RH, etc. J'ai découvert aussi le monde merveilleux de l'administration française, de l'URSSAF. Enfin, bref, on ne va pas tout spoiler maintenant, autant voulu. Mais c'est pas aussi simple que seulement je loue des locaux, je mets des tables et des chaises. Il y a plein de choses derrière, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et il faut savoir être optimiste, penser que ça va forcément s'améliorer, parce que sinon, on ferme tout, on arrête tout. On a ce pouvoir extraordinaire qu'il ne faut pas qu'on oublie, qu'on arrive à créer alors qu'il n'y a rien. Et même si à terme, ça ferme, parce qu'une entreprise, c'est pas forcément là pour vivre éternellement comme un couple ou n'importe quoi, ou peu importe la relation. Mais à un moment donné, on a créé quelque chose, il n'y avait rien. On l'a créé, on a rendu réelle notre vision, on a éventuellement donné du travail aux autres, on a créé de la richesse, on s'est donné du travail, et rien que ça, c'est merveilleux. Et ça, il faut pas l'oublier, et il faut arriver à se le rappeler que même quand c'est bas, quand c'est dans les downs, quand c'est vraiment en bas, on a ce potentiel d'avoir créé quelque chose qui n'existait pas avant. Et ça, c'est magique. Et on est des gens extraordinaires. Eh bien, écoute, je te remercie pour ces belles paroles. C'est à la fois poétique, tellement vrai et très enthousiasmant. C'est pas, quand on est entrepreneur, on n'a pas de reconnaissance. Dans le sens où quand on est salarié, on peut avoir des reconnaissances de ses managers, etc. Quand on est entrepreneur, il n'y a personne qui vient reconnaître notre travail. Et de temps en temps, moi, quand j'ai un salarié qui vient me voir ou un client qui vient me voir directement pour me dire qu'il est content, ça fait vraiment plaisir. Et là, on se dit qu'on a fait vraiment quelque chose de grand. Et voilà, on est créateur. Donc, il faut se lancer. Ça reste quand même un très beau parcours, même si c'est très compliqué et fatigant. Mais il faut savoir poser les jalons dès le départ. Donc voilà. Alors, si tu devais donner le conseil à un jeune entrepreneur ou quelqu'un qui compte monter son entreprise, qu'est-ce que ça serait comme conseil ? C'est vraiment les deux conseils sur lesquels on s'est arrêté tout à l'heure. C'est prendre du temps pour soi, indispensable. Vraiment protéger son énergie, ne pas arrêter toutes ces activités loisirs, familiales ou peu importe. Vraiment arriver à garder du temps pour soi. Ça, c'est indispensable. La vitalité. Et la deuxième, ça serait apprendre à s'entourer des gens compétents, à savoir faire appel, en fait. Moi, j'ai peu fait appel aux gens en me disant, bah oui, mais comme je suis chef d'entreprise, je suis censée tout savoir. Et en fait, non. Et donc, c'est vraiment apprendre à déléguer, à faire appel aux gens. Ça peut coûter de l'argent, mais parfois, ça peut sauver beaucoup de temps, d'énergie et d'argent derrière. Éventuellement, ça peut éviter, je sais pas moi, des problèmes RH importants ou autres, ou venir d'autres problèmes, peu importe. Et ça, c'est indispensable. Et c'est des jalons, c'est des choses à mettre en place vraiment dès le départ. Oui. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, dans le sens arriver à prendre du temps pour soi et se préserver
On le rappelle, c'est aussi dans un cadre où on donne beaucoup d'énergie. A contrario, il ne faut pas se dire je vais monter ma société et puis je vais travailler un jour la semaine et puis ça va bien se passer. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Je préfère mettre un petit astérix à la page en disant attention, vous mettez le doigt quand même dans un engrenage, donc vous allez vous préserver, mais parce que vous allez en avoir besoin, parce que vous allez y consacrer beaucoup de temps. C'est exactement ça. C'est la régénération, elle est possible que si à côté il y a eu quand même beaucoup de travail qui a été fait. Oui, bien évidemment. Sinon ça marche pas. C'est ça. Et alors, on parle de déléguer et ça m'amène à une réflexion. C'est quand même très surprenant comme quoi le cerveau catégorise en fait ce besoin de déléguer. Il y a des tâches sur lesquelles, typiquement par exemple, si jamais il y a quelqu'un qui veut te faire un procès, tu vas jamais te dire tiens, je vais prendre le code civil, je vais prendre le code pénal, je vais me débrouiller tout seul, je vais me défendre moi-même. Tout de suite, là, tu sais que tu vas avoir besoin d'appeler un avocat. De la même manière où tu as beaucoup d'entrepreneurs, voire quasiment 99,99% des entrepreneurs qui ne vont pas s'amuser à faire leur bilan eux-mêmes. C'est ça. Ils vont se dire, là, c'est trop complexe, je fais appel à un comptable, voilà. Et d'ailleurs, il ne me semble pas qu'il y ait un conseil en entreprise qui vous dise, vous inquiétez pas pour la partie comptable, vous allez pouvoir faire tout seul et vous allez pouvoir économiser de l'argent là-dessus. Surtout en plus maintenant avec les dématérialisations des documents, etc. Il vaut mieux laisser faire ça à des professionnels. Et donc, ces deux sujets-là, naturellement, on se dit, je vais avoir besoin d'aide, donc je vais m'entourer. Par contre, sur des choses beaucoup plus acceptables, entre guillemets, pour notre cerveau, on se dit, non, je vais le faire moi-même. C'est ça. Faire un site internet, je vais le faire. Oui, mais encore une fois, tu vas pouvoir le faire. Mais est-ce que c'est vraiment le plus efficace pour toi à long terme est-ce que c'est vraiment efficace à long terme que ce soit toi qui fasses le ménage dans tes salles de classe? Alors, bon, on en a discuté largement, je ne vais pas y revenir, mais c'est marrant de voir en fait la mesure où se fixe la barre, de se dire là je fais appel à quelqu'un et là je le fais moi-même. C'est ça. Dans des moments comme ça, il faut vraiment calculer le rapport énergie, temps, argent en fait. C'est pas seulement de l'argent, et ça je le comprends que depuis peu de temps. C'est pas une question que d'argent. Effectivement, ça a coûté tant d'euros pour faire un site internet, mais si c'est moi qui le fais, je vais économiser de l'argent, mais à côté je vais dépenser de l'énergie et du temps, etc. Et donc c'est vraiment ces trois paramètres bien à prendre en compte quand on décide de le faire soi-même ou quand on décide de déléguer. Tout n'est pas un rapport d'argent. Ouais. D'autant que ce que tu dis très justement, encore une fois, c'est qu'il y a aussi un effet planning, dans le sens où quand c'est nous qui faisons la tâche, souvent ça impacte. Par exemple, on reprend encore une fois cet exemple de site internet, mais quelqu'un dont c'est pas le métier va mettre forcément beaucoup plus de temps à le faire. Donc d'un point de vue même calendaire, c'est beaucoup plus justifié de confier ça à un professionnel qui va délivrer en un temps imparti, plutôt que quelqu'un qui va le faire, quand on va le faire, et on va y mettre un petit peu d'énergie tous les jours ou une fois par semaine, etc. Et ça va forcément être dilué dans le temps. Et du coup, ça sera... C'est pas mal aussi de savoir ce qu'il y a derrière comme travail, mais c'est aussi très bien de le déléguer. Et puis ça peut se faire au détriment justement de ce qu'on appelait la zone de génie, où là on pourrait y mettre tout notre temps et toute notre énergie. Ou tout simplement son temps de loisir. C'est ça. Et je rebondis encore une fois sur la préservation. Surtout si vous faites du sport, ne lâchez pas votre sport. Si vous avez l'habitude de sortir avec des amis, continuez d'avoir des relations sociales. C'est très très important d'être entouré. Peut-être un jour ils vont vous dire il va falloir te calmer avec ton entreprise parce que tu en parles quand même à chaque fois. Et oui, on saoule des gens quand on est entrepreneur parce qu'on ne parle que de notre entreprise, parce que c'est très important pour nous. C'est un peu comme notre troisième main ou notre deuxième narine. Mais voilà, c'est très important aussi de garder un lien social et de ne pas se renfermer. Exactement, l'entourage, ça c'est indispensable, l'entourage. Je me souviens quand j'avais créé, la BGE m'avait dit qu'est-ce qu'en pense votre conjoint, votre entourage.
Et je m'étais dit, mais en fait, ça les regarde pas, c'est mon projet, je fais ce que je veux. En fait, mon conjoint, il veut changer d'entreprise, il va pas me demander conseil plus que ça. Et en fait, je me suis rendu compte à l'usage que l'entourage était indispensable. Et c'est aussi très, très important de s'entourer d'autres entrepreneurs. Moi, je le vois, dans mon entourage, j'ai pas d'autres entrepreneurs et donc je ne peux pas partager de mon expérience. Les gens ne comprennent pas, même si on explique, tant qu'on l'a pas vécu, on comprend pas. Et c'est très, très important de s'entourer d'autres entrepreneurs, donc soit faire partie de clubs ou de choses comme ça, ou de rencontrer, d'avoir des amis entrepreneurs pour vraiment pouvoir partager. Ces partages d'expériences sont indispensables parce que le quotidien n'est pas toujours évident. Et donc l'entourage est indispensable. Si vous voulez partir une entreprise, si vous voulez, pardon, c'est québécois, de créer une entreprise, si vous voulez créer une entreprise, mais que votre famille, elle n'est pas OK, ou si votre entourage ne vous supporte pas, réfléchissez-y parce que malgré tout, moi, très souvent, quand je rentre le soir, je déverse tout ce que j'ai sur mon conjoint qui m'écoute très, très attentivement et très gentiment. Et sans lui, s'il ne m'avait pas supporté, je pense que ça ne serait pas passé en fait. Donc c'est très très important l'entourage et effectivement ça c'est un autre conseil à donner, c'est vraiment savoir s'entourer, être sûr que son entourage est là pour supporter et puis s'entourer d'autres entrepreneurs pour les échanges d'expériences et ça c'est indispensable. Eh ben, écoute, je te remercie de cette transition, puisque c'est aussi ce que j'essaye de faire avec accompagnement des entrepreneurs. C'est de pouvoir mettre en place des groupes de soutien et d'entraide aux entrepreneurs, puisque comme tu le dis, c'est compliqué. Hein. Je pense que si quelqu'un a vu la vidéo depuis le début, il s'est pas dit que ça allait être une partie de plaisir. Mais voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider les entrepreneurs. Ils ont déjà beaucoup de difficultés. On est passé par là. On connaît notre sujet et on sait ce qu'on peut rencontrer. Et c'est de pouvoir casser cet isolement, puisque souvent on se sent écrasé entre le poids des responsabilités, entre le fait que on attend tout de nous et tout repose sur nos épaules, et le fait d'avoir personne vers qui se retourner, pas pour trouver des solutions, mais au moins ne serait-ce que pour parler, pour pouvoir sortir de ça et de ne pas le garder à l'intérieur. Yeah. Et tu le dis très justement, quand on a un milieu, un contexte, une famille qui n'est pas issue du milieu de l'entrepreneuriat, c'est compliqué d'expliquer des expériences que les gens ne partagent pas. Et du coup, ça a du sens de se rapprocher d'autres entrepreneurs pour justement pouvoir se comprendre très très facilement, et quand il y a un conseil qui est donné, ou en tout cas une tape amicale dans le dos en disant je sais ce que tu vis, ça soulage beaucoup plus. Non pas que la famille soit moins importante, hein, c'est ce que je dis, mais il y a une espèce d'alchimie en se disant ok, lui il sait très bien par quoi je passe, même si c'est entre un électricien et un chef d'entreprise par exemple pour l'informatique ou pour des langues étrangères, c'est pas du tout le même secteur, c'est pas les mêmes problématiques, mais intrinsèquement il y a quand même quelque chose, un partage qui est beaucoup plus proche de ce qu'on ressent. C'est ça. Et ça a une valeur vraiment extraordinaire de pouvoir partager ça avec des gens. C'est ça, on marche le chemin ensemble, donc on peut vraiment faire un partage d'expérience et on peut aussi célébrer les réussites avec des gens qui comprennent, parce que moi si je vais à mon entourage et je dis j'ai gagné, j'ai fait une augmentation de 10 000 € de mon chiffre d'affaires, les gens autour de moi ils vont pas comprendre, mais si j'en parle à un entrepreneur, ça va avoir plus d'impact et il va comprendre, et ça va permettre de célébrer aussi ces petites victoires qui sont indispensables. Bien sûr. Ou de dire tout simplement, j'ai réussi le renouvellement de mon contrôle qualité. C'est ça. Et donc du coup, je suis très très fier de moi, et parce que un chef d'entreprise va comprendre que c'est une certification, que derrière ça va amener, ça assoit l'entreprise, que ça amène une notoriété, que ça dégage plein de choses, et on arrive à mesurer bien plus ces petites victoires avec des gens qui comprennent l'intégralité de ce que ça implique. Exactement. Écoute, je te remercie
pour cet entretien. Il y a plein de petites pépites et il y a plein de choses. Merci pour ton sourire et ta bonne humeur. Avec grand plaisir. Merci Même si beaucoup. les sujets sont pas toujours simples, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. Et puis, voilà, on va peut-être laisser les coordonnées de ton entreprise pour les gens qui seraient intéressés par le français en langue étrangère dans ta région. On va laisser les coordonnées pour pouvoir te contacter dans les crédits de la vidéo. Ça marche. Un grand merci de m'avoir laissé cet espace de parole et je pense qu'il est nécessaire pour les prochains créateurs. Donc, vraiment, voilà. On l'espère, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.